amis, je viens d'être parachuté dans une contrée très dangereuse qui s'appelle Saint-Denis. Enfin, certains la nomment Verdansk. Je descendrai bien en bas, mais j'ai vraiment peur de me prendre une balle dans la teuté. Tu peux me donner un conseil? Oh là 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 là, effectivement Fred, ça a l'air très dangereux. Mais j'ai une solution pour toi. Tu prends plusieurs coques Rhino Shield que tu mets comme ça pour en faire un gilet pare-balles. Et derrière, normalement, tu seras en sécurité. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Ces coques sont faites d'un alliage de polymère ultra résistant qui te permettent, une fois à l'intérieur, d'être en pleine sécurité. Même les chocs les plus durs, comme ceux de ma bite, tu y résisteras. Alors, elle te plaît ma solution? Tiens. Bah dis donc, Jamy, les histoires de plaques, c'est bien gentil, mais je suis certain que la violence ne résout rien. Je vais plutôt aller leur offrir des trucs, regarde. Ah, là. Il a raison. Et je vais vous expliquer en détail pourquoi. Villebrequin vient de sortir une nouvelle collection de coques avec Rhino Shield. Et comme vous pouvez le constater, elles sont magnifiques. On fait de tout, de Yu-Gi-Oh! À nos logos, en passant par le multiplat, bien sûr, vous trouverez tout ce que vous cherchez. On en fait même pour les AirPods, alors plus d'excuses. T'en es où, toi, Fred? Dis donc, Jamy, c'est de la connerie, la violence ne résout rien. La violence, elle résout tout. Je suis au goulag et ils m'ont volé toutes mes plaques Rhino Shield. Je vais les enculer, les amis. 360 no scoop. Mais attends-moi, Fred. Moi aussi, j'arrive. Énorme. Les 24 heures du Mans. 24 heures du Mans. Attention au niveau du barrière. Attention, ok, let's go. Ça fait déjà 10 minutes qu'on tourne et on n'a pas fini l'intro. Alors les 24 heures du Mans, vous nous l'avez demandé un nombre de fois fou. Pour l'instant on l'avait pas fait, principalement parce que cet épisode va durer 24 heures. Alors on va faire vite. Les 24 heures du Mans, c'est quoi? L'une des courses les plus mythiques du monde. Il y a des courses plus ou moins prestigieuses, c'est-à-dire il y a des courses qui sont plus ou moins enviables pour les pilotes. Alors ça c'est incroyable. C'était Walter Roll qui l'expliquait dans Grand Tour sur le groupe B d'ailleurs et c'était assez incroyable. En fait quand t'es pilote, tu n'as pas forcément envie de tout faire. Il y a beaucoup de pilotes d'ailleurs qui l'ont dit dans leur carrière. Il y a des courses qu'ils aiment pas parce que le circuit leur plaît pas, parce que le circuit est pas intéressant, parce que voilà. Et du coup ça fait en sorte qu'il y a des courses qui sont plus ou moins prestigieuses de par le circuit, de par l'histoire qu'elles portent et de par aussi souvent le danger qu'elles amènent. Et les 24 heures du Mans remplit toutes ces cases. Et c'est en ça que c'est prestigieux. Les 24 heures du Mans, déjà, c'est l'une des courses les plus vieilles de l'histoire de l'automobile. Ça a été fait pour la première fois en 1923. Ça a quasiment 100 ans. Ça, c'est cool. C'est beau. Il y a eu une année d'interruption l'année dernière. Donc, c'est-à-dire que ça va être en 2024, les 100 ans. En 2020, c'est 88e édition. J'ai même pas révisé la page Wikipédia. Bah, ça, tu vois, c'est un chiffre que j'avais en tête. Moi, j'ai un chiffre. La taille de ma bite, ça je l'ai. 88. Là, il y a le générique Port-Up qui vient de partir. Ah oui. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la ref. C'est-à-dire, ils entendent juste une musique rigolote à chaque fois que tu fais ça. Ah, le mec qui parle de sa bite H24. C'est quand même Alors, incroyable. il y a que 2-3 commentaires qui commencent à dire que c'est un peu lourd. Un peu comme ma bite finalement. Faut que tu relances et innoves. Sors une blague innovante maintenant. Non. Bah tu m'as demandé de sortir un truc. Bon alors ça a été fait pour la première fois en 1923, c'est l'une des courses les plus vieilles du calendrier automobile qui existe encore de nos jours, c'est-à-dire qu'il y a presque 100 ans, il y a déjà des mecs qui avaient pour idée de conduire 24 heures d'affilée sur une piste de l'enfer. Et en plus à l'époque il y avait de la terre, c'est-à-dire que c'était genre rallycross, tu vois, t'avais bitume et terre sur la même piste qui était quand même assez fou. Et surtout à l'époque ce qui était assez incroyable c'est qu'ils faisaient des relais de 24 heures, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu as des relais de 2 heures ou de 3 heures, ça dépend, mais tu as des relais, tu es plusieurs dans l'équipe et du coup tu te relais et tu ne conduis pas 24 heures d'affilée, heureusement tu as le temps de dormir, tu as le temps de te reposer un peu, tu as le temps de couper. À l'époque, ça roulait 24 heures d'affilée. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a un pilote français qui s'appelait Pierre Rosier en 1950 qui a fait le plus long relais suivi d'une victoire. Et le mec a tourné plus de 23 heures d'affilée et il a gagné. Sur autoroute, au régulateur, à 130, avec une voiture confortable comme on a aujourd'hui, rouler 23 heures d'affilée, c'est dur. Il a tout compris, c'était la meilleure strat puisque les autres s'arrêtaient. Si tu ne t'arrêtes pas, tu gagnes du temps. Le temps, une seconde, c'est 100 secondes. La fatigue du cerveau. Oui, mais c'est la meilleure strat. Non, Parce que même si tu ralentis le rythme, Non, tu non, roules non. quand même. Le mec, il faisait une sieste de 30 secondes à chaque arrêt
arrêt Dans la ligne essence. droite. En fait, juste, il faisait la sieste dans la ligne droite. C'était quelle année ça? 50. Ah oui, donc ça roulait pas vite, ça va. Ça passait les 200. Avec des pneus de vélo. 200, ça va. Alors cette course existe depuis très longtemps et cette course est ultra prestigieuse pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une course qui dure 24 heures. Alors aujourd'hui, en tant que Français, on a toujours été habitué à ça, ça nous semble normal entre guillemets de connaître les 24 heures du Mans. Il y a très peu de courses qui ont connu des relais de 24 heures. Pour vous donner une idée, en Formule 1, la course en elle-même, par exemple le Grand Prix de Monaco en Formule 1, c'est un peu plus de 2 heures. C'est ultra bref. Et les mecs sortent déjà du Grand Prix de Formule 1, ils sont rincés. Ça dure un peu plus de 2 heures. 24 heures de conduite permanente. C'est en ça d'ailleurs que cette épreuve est mythique, c'est que les mecs se lancent dans des cercueils roulants 2 jours, 2 nuits, avec un trafic digne du périphérique et un circuit qui est ultra violent pour plusieurs raisons. Au Mans, tu as 2 circuits. Tu as le petit circuit qui s'appelle le Bugatti, qui est un circuit uniquement fermé et qui est juste une piste. Et en fait, les 24 heures du Mans n'utilisent qu'une infime partie de ce circuit-là. C'est-à-dire que les mecs ont un circuit et ne l'utilisent pas. Comme le montre ce dessin-là, le circuit des 24 heures du Mans prend principalement pour circuit de la route ouverte, c'est de la départementale et de la nationale. C'est incroyable, il y a les panneaux, c'est incroyable. D'ailleurs, vous-même, vous pouvez aller y rouler si vous allez à Mulsanne sur le circuit des 24. Bon, alors, il y a des ronds-points maintenant et des limitations de vitesse, accessoirement, et des radars. Mais vous pouvez vous-même aller rouler et c'est en ça que c'est légendaire. En plus, c'est l'un des circuits qui est le plus long de tout le catalogue de l'année dans les courses auto. En GT, ils ont plus long, ils ont le NURB grand, mais dans toutes les catégories Rennes, il n'y a pas plus long. Le truc, ça fait 13 bornes, dont une ligne droite de 6 km. Alors, on va y revenir sur la ligne droite, justement. Oui, il y a pas mal de choses qui s'y sont déroulées sur cette petite ligne droite, tout ça. Et du coup, ce circuit est tellement mythique qu'il fait partie d'une appellation, alors, qui est pas officielle, mais ça fait partie d'une appellation qui s'appelle la triple couronne. C'est Alonso qui l'a relancé il y a pas longtemps. Des épreuves mythiques à ce point, il y en a pas des masses. Et on peut en compter globalement 3. Tu as les 24 heures du Mans qui sont fous par cet aspect route ouverte, longueur du circuit, longueur de la ligne droite et durée, c'est-à-dire jour et nuit. Tu as le Grand Prix de Monaco en Formule 1. On n'a pas eu l'occasion de le faire, mais vraiment c'est un truc à faire dans sa vie une fois parce que c'est ultra bling bling entre les mecs qui viennent voir la course depuis leur yacht. Ils se garent en marche arrière, tu sais, ils font. Et ils arrivent dans la marina, ils se garent à 1 mètre, ils jettent une ancre en bas là. L'ambiance est folle. Et Monaco est mythique principalement quand tu fais un dépassement en tant que pilote de Formule 1. Chaque dépassement est une tentative de suicide. À chaque endroit, faut te jeter et à chaque endroit, t'as une chance sur 2 de mourir parce que tu sors, t'es mort. Point. Et il y a une autre course qui est donnée mythique, c'est 500 miles d'Indianapolis, c'est-à-dire la course la plus ouf des États-Unis. Le circuit est mythique, le circuit est fou. La course en elle-même est folle parce qu'elle est très longue et parce qu'il y a des vitesses qui sont hallucinantes. Les mecs sont souvent à plus de 300, donc c'est assez incroyable. Donc du coup, c'est un peu les 3 épreuves phares, même s'il y en a d'autres, mais c'est les 3 épreuves phares du calendrier annuel. Et du coup, il y a eu un concept, alors c'est informel, de triple couronne, c'est-à-dire dans les pilotes, il y a les gens qui gagnent, qui sont déjà ouf. Dans les pilotes, il y a les gens qui gagnent genre ces 3 épreuves-là, c'est-à-dire 24 heures du Mans, 500 miles d'Indianapolis et Grand Prix de Monaco. Et il y en a qu'un seul qui a réussi cet exploit-là, qui est Graham Hill, qui ironiquement est mort peu de temps après avoir complété cette triple couronne. Le prochain prétendant à la triple couronne, entre guillemets, c'est Fernando Alonso. Il lui manque que les 500 miles d'Indianapolis et il y a participé en 2020. Il a fini loin. T'es une merde, Alonso, t'es une merde! Tu sais pas conduire, Fernando! Si tu nous regardes, parce qu'il parle français, si tu nous regardes, Fernando, tu es le bienvenu. Les clés du multiplat sont à toi. On te les prête. Moi, je lui donne. En tant que président de Philippe Brockhout, j'en ai rien à foutre de ce qu'il dit le petit personnel là-bas. Et moi, je peux te licencier quand je veux. Mais moi aussi. D'accord? Alors oui. T'imagines qu'on peut s'auto-licencier? Je te licencie. Ah ouais? Oui. Eh bien, je te licencie avant! Oh putain. Et c'est toi qui es viré! Je le précise, mais l'idée de ce Vultec ne sera pas d'être exhaustif, c'est-à-dire on ne va pas tout citer. Il y a presque 100 ans de courses à lister. Ça serait incroyable qu'on passe en revue tous les épisodes. Le Mans aussi, il faut prendre en compte que c'est un grand lieu d'innovation. Il y a énormément de choses qui se sont inventées au Mans, notamment les freins à disque. Aujourd'hui, on l'oublie parce que les motos et les voitures ont toutes des freins à disque à l'avant, mais la première fois que le frein à disque a été testé, c'était au Mans. Ça, c'est génial. Alors Jaguar, pour l'anecdote, donc il s'était pointé, il l'avait pas dit à grand monde, et à l'époque, la plupart des voitures étaient équipées de freins à tambour, qu'on retrouve encore à l'arrière de certaines voitures. Ça freine, mais ça a beaucoup moins de mordant, et ça freine moins. C'est plus à voir comme un gros ralentisseur. C'est un freinage qui est plus lissé. Ce qui était drôle, c'est que la première année, personne n'était au courant, et donc ils ont lancé les Jaguars comme ça. La première édition, ça a failli se terminer en accident à chaque virage, parce que les Jaguars pouvaient piler vachement plus tard que les autres voitures. Parce que justement, tu pouvais avoir cette attaque dans le frein. Ils arrivaient derrière les gens en disant, mais moi je peux freiner là-bas. Sauf que les autres gens, en frein à tambour, bah eux, ils devaient freiner vachement plus tôt. Ça devait être terrifiant. Il y a eu beaucoup d'innovations aussi sur l'éclairage, avec l'invention des anti-brouillards au Mans. Parce qu'effectivement, alors sur route, ça sert pas souvent, parce que quand il y a du brouillard, tu ralentis, en général, sauf Pierre Chabrier sur le périphérique, bien sûr, mais au Mans, c'est pas parce qu'il y a du brouillard qu'ils vont ralentir. Hein. Non, parce que le concept des 24 heures de Mans, je sais pas si vous avez compris, c'est que c'est une course. En fait, il faut aller vite. Quand il fait nuit, il faut continuer d'aller vite quand même. Quand il y a du brouillard, pareil. Quand il pleut aussi. Ah, et merde. du coup, bah en fait, faut continuer tout le temps. Ah, bah, merde. J'allais dire la neige, mais du coup, la neige, souvent en juin, il y en a moins, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Soit en juin, soit en septembre, c'est C'est rare. vrai qu'il y en a moins. Ça peut arriver. Hein. C'est arrivé la grêle. Grêle, c'était pas Ça drôle. doit pas être drôle. Ouais, Non, ça doit pas c'était être marrant drôle. du tout. Ce qui est incroyable, et c'est là où on voit que les pilotes sont ouf, quand il y a du brouillard, les mecs ne coupent pas plus, c'est-à-dire que les temps
autour ne s'allonge pas beaucoup plus. Le circuit, déjà, ils l'ont en Le tête. tracé du circuit pourrait le faire les yeux fermés presque en fait. Voilà, ils se remettent juste au feu anti-brouillard arrière, qui éclaire beaucoup plus fort et qui du coup il arrive à te discerner dans le brouillard, mais juste, les mecs coupent pas. Il y a eu beaucoup d'innovations sur l'éclairage principalement, puisque une grande partie de la course se déroule de nuit quand même, c'est appréciable aussi. Ouais, il fait noir complet devant toi, j'ai allumé mes phares, c'est bien. Les 24 heures du Mans ont été un lieu de progression de l'aérodynamisme fou, pour la simple et bonne raison que voici le circuit des 24 heures du Mans avant les années 90. Et vous remarquerez que là, il y a un grand bout droit là. En fait, c'est une ligne droite qui fait presque 6 bornes. Et où, jusqu'à qu'ils mettent des chicanes au milieu, et je vais vous expliquer pourquoi, c'était flat out, comme disaient les Anglais, c'est-à-dire à bloc tout le long. En sortie de virage jusqu'au freinage. Déjà, le premier virage, là, le grand droit, sortent, ils sont à 200. Et pendant 6 bornes, il restait à 400 km/h, ou presque 400 km/h pendant 1 minute Et c'est complète. incroyable parce que c'est des prouesses techniques qu'ils ont dû mettre en œuvre pour tout. Déjà aérodynamiquement, pour soit pas décoller, même si c'est arrivé. Alors, ouais. Parce qu'à 400 km/h, la voiture, ce qu'elle prend dans le nez, Le temps paraît très long. t'es à bloc du bloc, t'es là. Ta voiture, elle est au maximum. Ça défile vite dehors. T'imagines que la première édition, la vitesse moyenne sur le circuit, c'était 96 km/h. C'est-à-dire qu'en ligne droite, il devait prendre 150, 160. T'imagines que 60 ans plus tard, les mecs prenaient 400. Après, 150 sur des roues galettes, tu fais chier dans ton froc aussi. Hein. Ça serait un défi. 150 sur des roues galettes ou 400 sur une voiture à peu près cohérente. Sachant que les voitures des années 80, genre la 787B, je veux pas rentrer dedans. Hein. Non, non, pas 400. Une 905, ça prenait 400. Même dans les Ford GT40, hein, les mecs ils prenaient 350, ça devait faire vite. Hein. Aujourd'hui, cette ligne droite n'existe plus en tant que telle, c'est-à-dire que cette ligne droite a été entrecoupée par 2 chicanes. Pour une simple raison, en fait, il y a une grosse mode qui était de prendre les vitesses maximales les plus hautes possibles parce que sur 6 bornes à fond, tu imagines le gain. Même un mec à côté de toi qui a 360 km/h dans la ligne droite maximum, si toi t'es à 400, tu lui mets 40 km/h supplémentaires. La course dure 24 heures. C'est immense, certes, tu le tiens qu'une minute, mais c'est immense. Donc, le petit jeu très drôle, hein. Certaines petites écuries, oui, tu as des constructeurs, c'est-à-dire qui ont la puissance de frappe d'un constructeur et donc l'ingénierie d'un constructeur, où il y a des mecs avec des gros cerveaux qui font des grosses voitures avec des réglages fous où ils sont illimités. Donc tu ne peux pas lutter par exemple un Porsche officiel, un Toyota officiel, un Peugeot officiel. C'est tout le temps les teams officiels qui gagnent parce que c'est normal, c'est eux qui ont le plus de thunes et le plus de connaissances. Mais il y a beaucoup de compétitions clients. Si tu as l'argent, tu peux t'engager toi aussi. Par exemple en GT, tu peux t'acheter une 488 GT. En plus Ferrari te la vend directement. Juste la voiture en elle-même coûte pas loin d'1 million. Faut la logistique de l'emmener, l'homologation. Je sais pas si vous étiez rendu compte, le sport automobile, c'est un sport qui coûte de l'argent. L'automobile en général, hein, même nos tournages nous coûtent une couille, mais alors le sport auto, les 24 heures du Mans, c'est au moins 1 million. Il faut se représenter l'histoire, c'est-à-dire qu'avoir ta voiture c'est bien, être compétitif c'est mieux. C'est-à-dire que j'entends par être compétitif, avoir ton écurie, que s'il y a une casse quand tu rentres, il y a des mécanos pour te réparer tes trucs, avoir les pièces, avoir les camions, et en fait c'est ça qui coûte logistique. très 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 cher. Déplacer tout ça. En fait on se rend pas compte de tous les frais cachés qu'il y a autour, qui fait que du coup même dans le karting, pour être compétitif, puisque c'est la porte d'entrée pour les grosses compétitions derrière, tu t'imagines que les Alonso, tout ça sont passés par là en fait. Et dans les grosses catégories, c'est très difficile d'être compétitif par rapport aux écuries officielles. Et il y en a qui se sont amusés par exemple chez Welter Racing. Alors c'est une écurie aujourd'hui qui ne court plus, mais du coup ils s'étaient lancés dans un petit jeu. Les mecs étaient compétitifs, mais pas au niveau quand même des écuries officielles. Et du coup ils s'étaient lancés dans un petit jeu, ils se sont dit, si on ne gagnera pas sur le temps autour ou sur le podium, on gagnera ailleurs. Et lorsque cette ligne droite de 6 km existait, ils se sont dit, comment on fait pour parler de nous? On ne s'illustrera jamais sur le podium, faisons en sorte de se démarquer ailleurs. Et ils ont exploité le truc le plus fou du circuit qui est cette ligne droite, et ils ont développé cette voiture, la P88, qui est encore à ce jour la détentrice du record de vitesse au Mans, avec 407 km/h de pointe, où en fait, ils savaient qu'ils gagneraient pas le podium, et ils se sont dit, on va tout mettre dans la vitesse de pointe. Et ils ont réussi. Between the Maison Blanche and the Ford chicane, it then started again and was C'était une petite écurie française, ils ont réussi et ils ont fait en sorte que la voiture soit la plus compétitive possible sur la VMAX. Alors dans les virages, ils étaient à l'arrêt et à l'époque, du coup, c'était drôle, ils prenaient vraiment les vitesses radar et ils les annonçaient dans le micro. Toutes les autres écuries, ils ont pas compris parce que quand ils ont lancé 407,3 Ouais. km/h, eux c'était là.
Moi, j'ai cru qu'ils avaient gagné les 24 heures du Mans. Ah ouais. Non, c'était juste leur objectif. Et Peugeot, qui motorisait avec le V10 dérivé de la 905, qui motorisait cette écurie-là, du coup l'a exploité en argument marketing. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on voit cette pub. Le record est bien de 407 km/h, mais il a été vendu sur certaines pubs en tant que 405, puisque la voiture que vous voyez ici est la Peugeot 405, et il fallait pousser la Peugeot 405. Tant que rouleront les automobiles, le talent restera le talent. Ça, c'est gentleman, tu vois. J'ai fait 407, mais je le vends en 405 parce que je m'en branle, c'est déjà au-dessus de tout le monde. Du coup, voyant ces records de vitesse et ces petits jeux, l'organisation s'est dit qu'elle allait avoir un problème à un moment ou à un autre. Ils avaient déjà été alertés par les dérives qu'il y avait eu en groupe B. Il y a déjà eu des morts aux 24 heures du Mans. Donc, ils ont mis le stop avant qu'il arrive trop de malheur. Je vous rassure, avec les voitures d'aujourd'hui, ils prennent quand même plus de 300 km/h. These things were catching up very fast with our... Ça va quand même très vite dans l'absolu. Et ça n'empêche pas des petites folies. Alors, du coup, ça me fait revenir sur un épisode de l'édition 99. Et Mercedes, alors, l'histoire de Mercedes aux 24 heures du Mans est un petit peu spéciale, on va dire. On vous en avait déjà parlé en 55. Il y a une Mercedes qui s'envolait dans les spectateurs. Il y a eu plus de 80 morts, ça a été un drame absolu, à tel point que Mercedes s'est désengagé des courses automobiles. Ça a été un drame fou, ils se sont même posé la question de remettre en question les 24 heures du Mans. Mercedes, ils se sont désengagés. Presque 50 ans plus tard, Mercedes, ils voulaient quand même un peu faire parler d'eux. Ils sont revenus comme ça, ils ont fait... Ça va, c'était il y a 50 ans. Allez, on y retourne. Donc du coup, ils se sont motivés, ils y sont tous retournés et ils ont développé ceci, la Mercedes CLR, et ils s'engagent aux 24 heures du Mans. Et à l'époque, on retrouve quelqu'un de très connu, puisque c'est Mark Webber, donc ensuite qui a une belle carrière en Formule 1. Ils engagent la CLR, qui était d'ailleurs très compétitive, il n'y a pas de problème. Et dans la ligne droite, Mark Webber, pendant les essais, il dit à sa team, la voiture n'est pas stable en ligne droite, c'est-à-dire la voiture, dès qu'il prenait trop de vitesse, elle avait tendance à vibrer devant. Donc comme en Formule 1, on joue beaucoup sur l'aérodynamique pour plaquer la voiture au sol. Mais tu dois trouver un compromis entre appui aéro pour les virages et peu d'appui aéro pour les lignes droites. Mercedes, ils ont fait un compromis, et le problème, c'est que plaquer la voiture au sol, c'est bien. Le problème, c'est qu'il y a un effet physique qui a tendance à aspirer la voiture vers le ciel. Du coup, est-ce qu'une voiture peut voler? Mercedes, du coup, l'a prouvé. Here we go. Oh my God, the Mercedes has taken off. Pendant les qualifications, il y a une des Mercedes CLR qui s'envole. En fait, il y a trop d'air qui s'engouffre dessous, et juste la voiture fait... L'accident est phénoménal en termes d'image. Le mec, mais c'est chié dessus. Les gars, la voiture tremble un peu. Oh my God. Alors du coup, la voiture est détruite pendant les qualifications. Ils reconstruisent la voiture. Ils disent avoir résolu le problème pendant la course. Il y a deux versions. Certains disent qu'ils ont fait Gunther, les voitures qui s'envolent là. Flat out, on t'a dit. Marco, Gunther il s'est mis là, il t'a mis un bout de polysirène. T'inquiète, ça s'envolera pas. Le mec, déjà, pareil, on peut relever qu'il a survécu à ça et qu'il y retourne, quoi. Mais il est plus à ça près, le mec. Non, je suis d'accord, mais non, ouais. C'est deux boules comme ça. La première version, c'est qu'ils ont pas trop travaillé. La deuxième version, c'est que effectivement, la voiture qui s'envolait a eu un contact dans la course avec une autre voiture, avec une Porsche, et ça aurait endommagé un spoiler à l'avant qui, du coup, était chargé de plaquer la voiture au sol un petit peu. Et donc, c'est peut-être pour ça que la voiture s'est envolée. On saura jamais réellement, puisque la voiture a été détruite. Transition GT40. Alors, je vous résume rapidement, c'était juste la guerre entre Enzo Ferrari et Henry Ford Jr. Enzo Ferrari, on en a parlé 1000 fois, créateur de Ferrari, vraiment à représenter comme un monsieur d'un certain âge particulièrement aigri, que personne n'aime mais que tout le monde est obligé de sucer parce que c'est Enzo Ferrari et qu'il a niqué le game, au fond d'un petit atelier en Italie avec son café, sa clope, son journal, qui envoie chier tout le monde. Tu dégages! Henry Ford Jr., américain, avec un boulard gigantissime d'être le fils d'un des pères fondateurs de l'automobile. Pareil qu'en termes de connard, c'est un sacré gros enculé. Dans les années 60, Ford a une image un peu vieillissante. Ils font des grosses voitures qui s'adressent vraiment à des gens un peu âgés et veulent renouveler leur image. L'histoire décidera finalement qu'ils ont renouvelé leur image par la Mustang, qu'on a essayé en plus sur la chaîne, si ça vous intéresse, qui était vraiment l'un des renouveaux, un des souffles de jeunesse de Ford. Ford veut rajeunir son image et Ford se pose la question avant de sortir la Mustang, de se lancer en compétition, c'est-à-dire d'avoir des voitures véritablement sportives, puisque c'était ça qui était à la mode à l'époque. Pour faire ça, c'est pas compliqué, Ford ils ont de la thune et Ford ils veulent pas se casser la tête. Donc ils sont juste allés voir à Ferrari qui avait pas beaucoup de thunes finalement à l'époque. Je rappelle que c'était quelque chose de très petit, c'était quasiment artisanal, c'était pas une marque à part entière. Ils produisaient par an une poignée de voitures, donc c'était vraiment très petit. Et juste Henry Ford est arrivé avec ses millions et a dit Hello, I want to buy a new motherfucking Italian supercar, man. Vous pouvez pas se casser le cul, acheter Ferrari, renommer Ferrari Ford, gagner les 24 heures du Mans, toutes les autres courses, merci, au revoir, ciao. Le plan initial c'était ça, sauf qu'en face il y avait Enzo Ferrari. Enzo Ferrari n'a jamais réellement voulu vendre Ferrari parce que c'était son bébé, c'était lui. Mais il faut quand même reconnaître que niveau thune c'était compliqué à l'époque quand même. Donc les gros millions d'Henry Ford pouvaient être intéressants. Il y a eu des discussions, il y a eu beaucoup de légendes autour de ça, donc je vous le résume à peu près comment je l'ai compris et ce qui se raconte en général. Ils se voient tous ensemble et dans le contrat il était quand même prévu que Ford prenne le contrôle de Ferrari. Et Ferrari dans sa tête, c'est-à-dire quand il a baissé le journal,
normale, c'était je garde tout le contrôle, juste vous donner de l'argent. Les deux versions n'allaient pas. Deux personnes normales discuteraient de ce que raconte la légende. Henry Ford et tous ses avocats se sont pointés au dernier rendez-vous. Enzo Ferrari, il est rentré sans dire bonjour. Il a fait cette ligne là, j'aime pas, on peut l'enlever. Les avocats, ils se sont regardés, ils ont dit bah non. En fait, ça veut dire que c'est à nous, du coup, peut-être parce qu'on paye pour. Enzo Ferrari a fait, hein. Et autant me dire que Henry Ford, il est... Tous les gens qu'Enzo Ferrari croise, il les rend fous. Henry Ford, il rentre et on se dit, décollé. Il rentre à Détroit, et là, il s'est dit, ah ouais, ok. Du coup, Henry Ford engagera Carroll Shelby pour créer, du coup, Shelby, et pour créer des voitures folles, d'abord sur base d'AC Cobra, qu'on a essayé. D'abord sur base d'AC Cobra, sur des Cobra Daytona, et surtout, après, sur une voiture de légende, la GT40, qui a été l'une des voitures les plus légendaires de l'histoire de l'automobile, pardon. La GT40, qui, du coup, a été créée pour niquer la gueule à Enzo Ferrari. La GT40 n'est pas arrivée en fanfaronnade et n'a pas gagné dès la première année. Il a fallu plusieurs années, il a fallu du développement, il a fallu un argent phénoménal qui n'aura jamais été remboursé. C'est ça qui est incroyable. Même Ford s'est mis dans le rouge à un moment pour financer ça, juste pour la victoire de l'ego. Et la Ford GT40 a été engagée face à Ferrari sur ses modèles P. Ça a été la bagarre sur le Mans et incroyable en 66. Ford réalise le doublé et nique la gueule à Enzo Ferrari. La GT40 ensuite elle continuera et elle aura un succès incroyable en course parce que c'était une voiture foncièrement bien née. Il l'a mal pris Enzo Ferrari. Si ça peut vous permettre de remettre dans le contexte quand même, oui, Ford a battu là cette année Ferrari. Ford dans l'absolu, ils ont gagné Le Mans 4 fois. Ferrari, ils l'ont gagné 9 fois. Ça reste quand même les patrons, calmez-vous. Parlons de bagarre légendaire. Alors là, on parle de bagarre entre constructeurs et sur la piste. Il y a eu une bagarre incroyable entre un pilote et l'organisation. Je vous présente Jackie X. Qui n'est pas un acteur de film de cul, hein. Alors, déjà, il a des séries limitées chez Porsche à son nom. Déjà dans le game, donc il est un pilote belge qui pèse déjà lourdement. Et Jackie X, voyez-vous, il a fait Le Mans plusieurs fois puisqu'il l'a gagné 6 fois. Donc il est le deuxième pilote à avoir le plus gagné Le Mans derrière Tom Christensen qu'on appelle le roi du Mans. Et Jackie X avait un gros problème. Avant l'année 69, il y avait ce qu'on appelle le départ Le Mans. C'est quelque chose qui a été fait quasiment dès le début. Le départ Le Mans, c'est pas compliqué. Donc dans la ligne droite des stands, vous aviez un côté de la ligne droite avec les voitures garées en épi et de l'autre côté les pilotes. Et c'est pas compliqué. Le mec il battait le drapeau. Et au moment où le drapeau tombait, il fallait courir de l'autre côté, monter dans ta voiture, démarrer et partir. Ce qui faisait que ça donnait un côté ultra aléatoire à la course. Forcément, vous vous doutez bien. Il y a forcément Michel, il a pas attaché ses lacets, il s'est pété la gueule au milieu. Il y a forcément Michel, il s'est coincé les doigts dans la porte. Ils étaient à l'époque 50, 60 comme ça sur la grille. Le bordel que c'était. Mais par contre, c'était magnifique. Et au début, ce départ-là existait puisque les voitures étaient ouvertes. Et pire, il n'y avait pas de ceinture. Ils arrivaient... Ils sautaient et c'était parti. D'ailleurs, ça donne lieu à une anecdote, notamment chez Porsche, si vous trouvez la clé à gauche, c'est en hommage à ça. Puisqu'à l'époque, quand il y avait le département, l'avantage c'est qu'ils couraient, ils sautaient dans la caisse et avec la main gauche, ils démarraient la voiture pendant qu'ils débrayaient qu'avec la main droite, ils mettaient la vitesse. Et tu gagnais une demi-seconde comme ça. C'est en ça qu'on vous répète des centaines de fois que l'automobile, c'est pas juste une boîte en métal qui te permet d'aller au boulot. C'est tellement plus, c'est tellement passionnel. T'imagines cette histoire 40 ans de déparlement avec des mecs qui se sont posés la question de mettre ta clé à gauche pour gagner une demi-seconde sur un départ. C'est incroyablement passionnant. Et vous vous doutez bien, c'était incroyablement dangereux. Michel qui a oublié sa clé. C'est surtout Michel qui a oublié sa ceinture. Et il l'a pas oublié sa ceinture. Là, on parle de vraiment les années 20, c'est-à-dire les voitures sont ouvertes et il n'y a pas de ceinture. La suite, on arrive dans les années 60, quasiment 70. Les voitures déjà sont fermées, c'est-à-dire qu'il y avait une porte à ouvrir et à refermer. Donc potentiellement les doigts qui se coincent dedans, ce qui est pas cool. Et deuxièmement, il y a eu l'apparition des ceintures, heureusement. Bien sûr, le règlement certifiait qu'il fallait fermer le harnais. Tu n'as pas le choix. Fallait gagner du temps. Et qui va le vérifier une fois que t'es parti? Ils vont t'arrêter sur le bord en disant pop pop, contrôle du harnais. Ils ne pouvaient pas vérifier. Et donc, vous vous doutez bien, quand tu t'en sors pas bien, attacher un harnais, ça peut durer 20 secondes. Et donc, tu peux partir dernier, même si t'as été premier. Sur le premier relais, les mecs ne mettaient pas la ceinture. Et parfois même, ils partaient avec la porte mal fermée. Donc, il y a un monsieur qui s'appelle Jackie X, qui était déjà un pilote émérite à la base, qui avait déjà gagné le Mans à l'époque. Donc, le mec, quand il parlait, on l'écoutait. Mais il était un peu le seul à parler quand même. Jackie X, il était ultra contre ce département, parce que c'est ultra dangereux. Lui, il voulait que le sport auto soit pérenne dans le temps et s'adapte avec son temps. Donc, Jackie X, il était avec ses petits gants, son petit casque, au bout de ligne. Il donne le départ. Il y a une seule personne qui n'a pas couru, qui n'a pas bougé. C'est Jackie X. Il a mis ses petits gants, casque. Il a traversé la piste en marchant. Ils étaient tous en train de partir. C'est-à-dire que là, tu perds du temps qui peut te coûter la victoire. 1969 was to be a historical year for the 24 hours, the last ever Le Mans-style start, highlighted by Jackie X walking to his Ford GT40. Il a eu le temps de s'installer. Il s'est attaché, il a mis ses petits gants, il a fermé sa porte correctement. Il est parti, il a gagné.
Bon, alors il n'y a pas que Jackie X qui a changé ça, effectivement, il y a quelqu'un qui avait mal fermé sa porte et qui s'était pas attaché, Combo, qui du coup est mort dans la même édition. Et ils se sont dit, ouais, bon, arrêtons. Donc il y a eu un départ de transition après, avec le départ en épi, mais les gens dans les voitures quand même. Et ensuite, on est parti sur le départ lancé, comme on connaît aujourd'hui, qui finalement est le plus safe, parce qu'en fait, il y a trop de monde. Et puis surtout, on est sûr que tout le monde est bien attaché, il n'y a pas de... Voilà. Franchement, je pense que c'est, à mon sens, le geste le plus stylé de l'histoire de l'automobile. Jackie, je vais te sucer. Voilà, en tout cas, c'était un épisode très dense, j'espère que vous l'avez apprécié. On est passé en vitesse sur beaucoup de choses, mais c'est qu'il y avait tellement beaucoup de trucs à dire que c'était compliqué. Pensez à nous proposer des trucs en commentaire, des trucs qui vous intéresseraient, il n'y a pas de problème pour nous les proposer. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, c'est très important. Et on vous fait un gros bisou. Alors, je suis le premier à le dire, hein. Je simulais là pour que les gens comprennent. Ça, c'était le Déparlement ? Ouais. Non, j'avais cru que tu faisais un AVC là. J'ai Ah, cru que pardon. t'étais dessus là. J'ai cru que t'avais une chiasse, que t'allais nous la faire. Ah, là. pardon.